Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce JT Weekend. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, voici les titres de l'actualité. À Addis Abeba, passation de pouvoir, Mohamed Ali Youssouf prend la tête de l'organisation panafricaine. Social Qatar Charity lance un projet d'urgence et de développement. À Djibouti, vous entendrez la ministre des Affaires sociales dans ce journal. Et le président syrien a signé une déclaration constitutionnelle pour une transition de 5 ans. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a reçu hier au Palais de la République le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wolkene Gebiehou. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les conclusions du 43e sommet extraordinaire de l'IGAD, tenu la veille par visioconférence et consacré à la situation au Soudan du Sud. Le président en exercice de l'IGAD et le secrétaire exécutif ont notamment discuté des prochaines étapes à mettre en œuvre, notamment la création d'un comité ministériel composé de 3 ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation. Ce comité aura pour mission de se rendre à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, afin d'engager un dialogue direct avec les parties en conflit et d'assurer la mise en œuvre du plan de sortie de crise adopté lors du sommet. À travers cette initiative, l'IGAD réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au respect de l'accord de paix signé en 2018. Le secrétaire exécutif de l'IGAD a indiqué à l'issue de son entretien avec le président de la République qu'il avait eu une discussion approfondie avec le numéro 1 djiboutien sur la situation au Soudan du Sud. Il a rappelé que le président, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, avait présidé mercredi une réunion fructueuse consacrée à cette question. Il a souligné l'importance du suivi des décisions prises, notamment l'appel à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations. Poursuivant son intervention, Wolkene Gebiehou a également rappelé la responsabilité de l'IGAD dans la préservation de la stabilité du Soudan du Sud, dont le gouvernement actuel est issu donc d'un accord de paix négocié par l'organisation. Enfin, il a insisté sur l'urgence d'appliquer les résolutions adoptées lors du sommet des chefs d'État. Je vous le disais en titre, passation de pouvoir à la Commission de l'Union africaine, direction Addis Abeba. Une nouvelle page s'est tournée à la tête de la Commission de l'Union africaine lors d'une cérémonie solennelle organisée au siège de l'organisation panafricaine. Mohamed Ali Youssouf a officiellement pris ses fonctions de président de la Commission, succédant ainsi au Tchadien Moussa Faki Mohamed, qui a dirigé l'institution pendant 8 ans. L'événement empreint de symbolisme a rassemblé plusieurs chefs d'État et dignitaires africains. Dans un discours, Moussa Faki a transmis le flambeau à son successeur en saluant son engagement et son expérience diplomatique. C'est un honneur de transmettre cette responsabilité à mon frère Mohamed Ali Youssouf. J'ai eu le privilège de servir l'Afrique dans des moments de défi et d'espoir et je suis confiant que son leadership portera notre continent vers de nouveaux horizons, a-t-il déclaré. Après 8 années marquées par des crises majeures, Moussa Faki Mohamed a récemment été honoré à Djibouti par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui lui a décerné la plus haute distinction nationale en reconnaissance de son engagement en faveur de l'Union africaine. Lors de la cérémonie, il a appelé les dirigeants du continent à soutenir pleinement son successeur face aux défis à venir. Cette passation de pouvoir symbolise donc un moment de continuité et de renouveau pour l'Union africaine. Les observateurs estiment que le leadership discret mais efficace de Mohamed Ali Youssouf, allié à sa maîtrise des rouages de l'organisation, pourrait lui permettre de naviguer avec succès dans un contexte géopolitique donc complexe. Vous l'aurez compris, donc une nouvelle page s'est tournée à la tête de la Commission de l'Union africaine. Hier, donc, Mohamed Ali Youssouf a officiellement pris ses fonctions de président de la Commission, succédant au Tchadien Moussa Faki
qui a dirigé donc l'institution panafricaine pendant 8 ans. Écoutons à présent l'allocution du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Cette passation de service, bien plus qu'un simple exercice institutionnel, elle symbolise la continuité de notre engagement collectif pour une Afrique intégrée, pacifique et prospère. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Angola, qui assume la présidence de l'Union pour l'année en cours. Monsieur le Président, votre engagement en faveur de la paix et du développement est une source d'inspiration. Vous pourrez compter sur mon plein soutien et sur celui de la Commission de l'Union africaine pour mener à bien cette mission capitale. Je rends également hommage à mon prédécesseur, Excellence M. Moussa Faki Mahamat, pour son dévouement et les avancées réalisées. Il nous a légué un socle sur lequel nous devons construire avec ambition et volonté. Je rends également hommage à tous les commissaires sortants pour le travail accompli, ainsi qu'à Madame la vice-présidente de la Commission. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est à la croisée des chemins. Nos peuples aspirent à un avenir de prospérité, de paix et de dignité. En tant que président de la Commission de l'Union africaine, je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe. Il ne s'agit plus seulement de gérer une institution, mais de porter la voix et les ambitions de tout un continent. Nos priorités sont claires. Nous devons impérativement accélérer la mise en œuvre du deuxième plan décennal 2024-2034. Ce n'est qu'en traduisant nos ambitions en réalité tangibles que nous répondrons aux attentes de nos peuples. Nous devons agir avec pragmatisme et détermination pour transformer notre Union en un moteur efficace de progrès sur le continent. Le programme SACA continuera à être un levier important pour l'efficacité de notre action. La Commission de l'Union africaine doit être réactive et mieux coordonnée. Je veillerai à ce que l'interaction entre les organes de l'Union soit renforcée afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace de nos politiques. Par ailleurs, nous devons repenser notre modèle de financement. L'autonomie financière de l'Union africaine est une nécessité impérieuse. Il est temps de réduire notre dépendance et d'explorer des mécanismes innovants pour assurer la durabilité de nos projets. Enfin, la mise en œuvre des réformes institutionnelles doit s'intensifier. L'Union africaine ne peut plus se permettre des lenteurs administratives et des blocages structurels. Nous devons être un acteur agile, capable de répondre aux urgences et d'anticiper les défis à venir. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique doit prendre son destin en main. Il est temps de nous affirmer comme un continent déterminé, capable de peser sur les grandes décisions mondiales et de proposer des solutions aux crises qui nous affectent. Je prends aujourd'hui l'engagement d'agir avec détermination pour hisser notre Union à la hauteur des attentes de nos peuples. Nous devons insuffler un nouvel élan à notre organisation, renforcer notre unité et affirmer la place de l'Afrique dans le concert des nations. Le bureau de Qatar Charity à Djibouti donc a récemment lancé le projet Produits de secours et de développement lors d'une cérémonie officielle à l'hôtel Escale International. L'événement s'est tenu sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Loufa Ismail Abdo, et de l'ambassadeur de l'État du Qatar à Djibouti, Dr Rachid Ben Shafi Al-Meri. Il a également réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rable, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, ainsi que la directrice du bureau de Qatar Charity, Mme Jada Ezaldin Ahmed. Ce projet vise à soutenir les groupes les plus vulnérables, notamment les familles démunies, les orphelins et les veuves. Il contribue aussi à l'autonomisation des jeunes à travers la création d'emplois durables et le renforcement de secteurs clés comme l'éducation et la santé, inscrivant ainsi son action dans une logique de développement durable. Un volet particulier est dédié aux personnes en situation de handicap,
avec la mise à disposition d'équipements adaptés pour faciliter leur mobilité et améliorer leur quotidien. Dans son discours, M. Ibrahim Al-Jannahi, chef du département des interventions humanitaires de Qatar Charity, a souligné que cette initiative reflète l'engagement de l'organisation à favoriser l'inclusion sociale et à offrir un cadre de vie digne aux bénéficiaires. Il a également mis en avant l'importance d'aller au-delà de l'aide d'urgence en développant des projets permettant aux jeunes d'accéder à des opportunités économiques durables. Intervenant à son tour, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, a insisté sur l'importance de l'autonomisation des femmes veuves, un axe stratégique pour son ministère. Elle a salué, vous l'entendrez, l'impact de ce projet sur l'indépendance économique des femmes et l'amélioration des conditions de vie des familles bénéficiaires. On l'écoute. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui, pour participer aujourd'hui à cette conférence de remise de dons et de biens de Qatar Charity. Le ministère de la Femme et de la Famille va recevoir aujourd'hui un don de 35 machines à coudre, de 15 moulins pour les céréales avec des moteurs à essence et 55 ustensiles de cuisine qui seront destinés à la restauration des jeunes filles qui sortent du CASAF. Une première à Djibouti afin de répondre au l'ODD 5, un des objectifs du développement durable. Pour rappel, l'objectif du développement durable, l'ODD 5, a pour objectif principal à l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Il vise à mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les jeunes filles dans le monde entier. Les cibles sont la lutte contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes. Ces matériaux permettront aux bénéficiaires de s'émanciper économiquement et de produire et de contribuer ainsi à les sortir de leur précarité, mais aussi de favoriser leur indépendance financière. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Loufa Ismaël Abdo, a souligné la dimension stratégique de cette initiative qui s'inscrit pleinement dans les plans de développement social de Djibouti et renforce la résilience des communautés face aux défis économiques. On l'écoute. C'est pour moi un grand honneur et une immense joie de présider cette cérémonie de remise de dons de matériel destinée aux ménages vulnérables de la capitale, mais également ceux des régions. Ça se passe une semaine après donc, la signature de l'accord de partenariat entre notre ministère et Qatar Charity. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de prime abord de vous féliciter d'une part de l'excellence des relations qui nous unit avec votre pays et également sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et de vous exprimer d'autre part ma profonde gratitude pour ce don qui témoigne de la bonne collaboration entre mon département et l'ONG Qatar Charity. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce don que nous recevons aujourd'hui revêt une importance capitale pour les personnes les plus défavorisées de la capitale, mais également des régions de l'intérieur, la frange la plus vulnérable de nos concitoyens, en leur offrant les moyens de sortir progressivement de la précarité et de construire un avenir meilleur à travers leur autonomisation. De plus, cette donation nous permettra donc de répondre d'une manière efficiente à toutes nos doléances lors de la caravane de la solidarité que nous avons menée durant 3 semaines dans les régions de l'intérieur et surtout dans le rural profond. Ainsi, cette initiative louable, fondée sur une vision partagée de solidarité et de développement, reflète notre engagement commun à conjuguer nos efforts pour apporter des solutions concrètes et de renforcer nos actions dans l'atteinte de nos objectifs en matière de protection sociale, de lutte contre la pauvreté et des objectifs du millénaire. Je vous remercie. Et à l'issue des discours, une distribution d'échantillons de produits de secours et de développement a eu lieu sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et de l'ambassadeur du Qatar. Le projet comprend notamment des centaines de tentes pour réfugiés, 2900 filtres à eau et 300 systèmes de filtration, 900 lampes solaires et 900 kits de cuisine, 200 machines à coudre, 100 fauteuils roulants électriques et 600 manuels, 122 tuk-tuk donc à 3 roues, 1000 tables et chaises scolaires. Avec de telles initiatives, Qatar Charity renforce donc les chances d'un développement inclusif
et durable, apportant des solutions concrètes aux populations les plus vulnérables, en œuvrant donc de nouvelles perspectives pour améliorer leur quotidien. Le camp de l'armée Bias d'Ali Sebi a accueilli une soirée religieuse hier d'une grande solennité en l'honneur du mois sacré du Ramadan. Cet événement a réuni plusieurs personnalités de la région, parmi lesquelles le préfet d'Ali Sebi, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional, Nuh Saïd Geldon, ainsi que le chef du corps de l'armée Bias, le lieutenant-colonel Rable Mohamed Abdallah. De nombreux membres de l'armée Bias étaient également présents pour partager ce moment de recueillement et de fraternité. La soirée a été marquée par des séances de prêche animées par des chefs donc respectés de la région, offrant aux participants des enseignements profonds sur la foi islamique. Un temps d'échange a également permis aux jeunes et aux moins jeunes de poser des questions sur les pratiques religieuses, notamment sur le sens et l'importance du Ramadan dans la tradition musulmane. Dans une ambiance donc empreinte de spiritualité, des prix ont été remis aux jeunes lauréats par les responsables présents sous les applaudissements de l'Assemblée, renforçant ainsi donc l'atmosphère de convivialité et de partage. Le Ramadan, rappelons-le, est un mois particulièrement cher aux musulmans du monde entier. Il marque un temps de jeûne, de prière et de solidarité, permettant aux croyants de se rapprocher de Dieu tout en développant la compassion envers les plus démunis. C'est également durant ce mois que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a reçu la première révélation divine, d'où son appellation du mois du Coran. Également, donc, dans l'actualité, le tournoi de Ramadan 2025 enflamme PK12 Place, le tournoi de Ramadan 2025, organisé par le secrétariat d'État chargé des sports, en partenariat avec CAC Bank, bat son plein à PK12, attirant donc chaque soir une foule enthousiaste et passionnée. Véritable tradition sportive, cet événement fait vibrer le quartier au rythme de rencontres intenses et d'une ferveur populaire exceptionnelle. Dès les premiers matchs, les équipes engagées ont affiché une détermination sans faille, livrant aux spectateurs des duels acharnés et des moments d'intensité pure. La compétition est rude et chaque victoire se décroche dans une ambiance électrique portée par des supporters déchaînés. Mais au-delà du spectacle sportif, le tournoi est aussi une occasion unique de rassemblement pour les habitants du PK12 qui célèbrent ensemble les nuits donc, du mois sacré du Ramadan dans une atmosphère conviviale et festive. L'événement donc a reçu le soutien des autorités avec la présence d'une délégation du secrétariat d'État chargé des sports, conduite par le directeur général adjoint, M. Ahmed Ali, venu encourager les joueurs et saluer cette initiative. Je vous le dis en titre, le président syrien Ahmed al-Sharra a signé une déclaration constitutionnelle établissant une transition de 5 ans, marquant ainsi une nouvelle ère politique pour le pays. Ce texte, rédigé par un comité d'experts, prévoit notamment la dissolution de la Cour constitutionnelle actuelle et la nomination d'une nouvelle institution par le président. Il garantit également l'indépendance de la justice et confie au Parlement syrien le pouvoir de statuer sur d'éventuelles limitations des prérogatives présidentielles. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.